Bonjour, j'ai une question à vous poser pour commencer. Pouvez-vous me citer le premier roman écrit en hébreu, ou au moins un des premiers romans? Peut-être me donner une date approximative, un lieu? Non? Eh bien, vous allez être surpris. Bonjour Michel Taubert. Bonjour Esther. Michel Taubert, vous enseignez la littérature israélienne, la littérature hébraïque, je crois qu'on devrait dire de façon plus générale, à l'université Paris 3. Et vous venez de donner un MOOC à l'UNEJ, l'Université numérique européenne des études juives, sur la littérature hébraïque, justement. On en reparlera dans un petit moment. Mais d'abord, pour tous ceux qui pensent Amos Oz ou David Grossman, quand on parle de littérature hébraïque, répondez à ma question. Quel est le premier roman paru en hébreu? Alors ça, c'est facile. Il s'appelle L'amour de Sion, Ahavat Zion, ou Les amants de Sion, dans l'une de ses traductions françaises datant de 1937. Et il est paru en 1853. Où ça? En Lituanie. Et il est de la plume de monsieur Avraham Mapou, qui a son nom à Tel Aviv, dans une rue qui lui est réservée. Donc la littérature de fiction en hébreu date de bien avant le début du sionisme. Oh là, bien avant, enfin bien avant, disons, on va dire quand même une bonne quarantaine d'années avant. Tout à fait. Avant que la littérature n'évolue, qu'il n'y ait de la fiction, on avait toutes sortes d'autres livres déjà écrits en hébreu. On en avait d'autant plus, alors nous parlons évidemment de la littérature, du renouveau de l'hébreu dans la littérature qui voit le jour, on peut dire, avec la Haskalah, avec le mouvement des Lumières juives, qui lui-même est créé également en Allemagne, en Prusse, pardon, à la fin du XVIIIe siècle. Figure de proue, Moses Mendelssohn, le grand-père de Félix, entre autres, grand philosophe, et dans cette perspective de redonner à l'hébreu la place qui lui revient au sein des langues européennes. C'est tout le grand mouvement. On va quand même on va mettre des parenthèses. Depuis des siècles, des gens écrivaient en hébreu, évidemment, mais l'hébreu étant la langue sacrée, la langue de la Bible, la langue du Talmud, il n'était pas question d'écrire des textes profanes. Alors, l'hébreu est la langue sacrée d'un côté, mais la langue du Talmud, elle est utilisée, je dirais, presque au quotidien. Ça, c'est un petit peu une image, je dirais, d'Épinal, qu'on a accolée à l'hébreu. Comme quoi, on n'y a pas touché, personne n'a jamais parlé l'hébreu pendant 2000 ans. Ou en tout cas, ce n'était pas la langue du quotidien. C'était pas la langue du quotidien, mais ça pouvait être tout à fait la langue des homélies, des drachot à la synagogue. Ça pouvait être aussi la langue du commerce. On pouvait tout à fait commercer en hébreu. Ça pouvait être aussi la langue du quotidien à l'intérieur des yeshivot ou une simple maison d'études, sans aller jusqu'à la yeshiva. Quand on discutait, on faisait du pilpoul, ça pouvait se passer, on passait d'une langue à l'autre. Mais on restait quand même dans l'exégèse, ou en tout cas dans une réflexion autour de la religion. Certes, il n'était pas question de préparer son déjeuner en hébreu, on est d'accord. Donc vous dites 18e, 19e siècle. Fin 18e, donc vraiment 1781, avec l'apparition de la première revue en hébreu, le collecteur à Measef, qui est quand même une pierre angulaire importante. Le collecteur sur le modèle de The Collector, de Sammler en Allemagne. On a le Measef hébreu de cette école allemande de la Haskalah. Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, un groupe de gens en Allemagne, un groupe de juifs en Allemagne, d'intellectuels je présume, décide d'utiliser l'hébreu, de le faire entrer dans une autre sphère? Alors pour essayer de répondre très très rapidement, nous sommes au siècle des Lumières, et dans ce siècle des Lumières naît la science, la philologie. Et cette philologie est à la recherche de la langue des origines, de la Ursprache. Et donc beaucoup de langues, évidemment, veulent y prétendre. Et les Juifs se disent que l'hébreu, il y aurait quand même certainement sa place. Donc le désir de redonner à l'hébreu la place d'honneur qui lui revient.
Et puis, le désir, en même temps, sous l'impulsion de tout un tas de phénomènes socio-historiques, comme par exemple en 1781, lorsque l'empereur d'Autriche, Joseph II, donne des lettres patentes aux Juifs et veut, dans un désir d'intégration, les amener à se germaniser, mais en leur octroyant, non pas évidemment les droits civiques, mais tout de même pouvoir enseigner l'hébreu dans certaines écoles, etc. Donc il y a déjà cette espèce d'ouverture, d'appel d'air pour que les Juifs, par l'institution de leur langue, puissent en même temps accéder à un métier et se sortir de ce ghetto. C'est l'émancipation. Et l'émancipation passe par la récupération de la langue et en même temps, il ne s'agit pas uniquement d'écrire en hébreu et puis de dire voilà, c'est notre langue et basta. Il s'agit aussi de tout un processus de sociabilisation et d'entrée des Juifs dans l'ère moderne. Vous parliez tout à l'heure de Mapou, premier roman en hébreu. Ça rentre dans ce mouvement ou on passe déjà à l'étape suivante, l'étape du sionisme? Non, pas du tout. Ça rentre dans ce mouvement parce que ce mouvement, vu qu'en Allemagne, il va se déliter assez vite, en revanche, il va poursuivre sa course, si je puis dire, dans l'Empire, absolument, dans l'Empire austro-hongrois, la Galicie, évidemment, immense réservoir, et puis la Russie. C'est la période dite réaliste qui s'ouvre à peu près vers le milieu du siècle, vers les 1850, avec justement la Lituanie, toujours la grande figure de proue, qui... de centre, de cœur de la ville juive de l'époque. Un des cœurs, parce qu'il y avait au sud l'autre centre qui était le centre hassidique. Mais alors évidemment, ce sont deux mouvements qui vont s'affronter, vous imaginez bien. Et donc, ce qui fait qu'on a cet épanouissement de la Haskalah qui arrive beaucoup plus tard en Russie, mais qui dure un certain temps, qui dure jusqu'à la date fatidique de 1881, fatidique parce que assassinat du tsar Alexandre II et parce que assassinat imputé à des révolutionnaires juifs, d'où vague de pogroms et du coup désillusion totale des Juifs des Lumières, qui pensaient encore pouvoir s'intégrer, tout en conservant, comme le dit le poète Yud Lamed Gordon, soit un Juif chez toi, à l'intérieur, sous ta tente, et un homme, universel, comme tous les hommes, au dehors, dans la rue. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc l'histoire, la politique rejoignent la culture juive et le développement de la littérature. Donc, autre porte d'entrée, le début du sionisme. Et je présume que dans ce groupe qui pense retour à Sion, là, il est normal de travailler en hébreu. Voilà, tout à fait. Alors, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais effectivement, dès les années 1860-70, on va avoir déjà la création véritablement de la littérature en hébreu moderne. Et là, je veux rendre hommage quand même à un immense écrivain, Mendeley Mocher Sfarim, qui est évidemment son nom de plume. Mendeley, le colporteur de livres, qui a quand même à son actif le fait d'avoir créé la littérature hébraïque moderne et la littérature yiddish. Mais ça, ce sera pour une autre interview. La littérature hébraïque moderne, comment s'y prend-il? Eh bien, il ose faire ce que personne n'a osé faire, même pas Mapou, c'est-à-dire mélanger les strates de la langue. Mapou écrit dans un hébreu rigoureusement biblique. Ce sont des fragments de versets qu'il va réaménager de façon très originale, mais où on peut tout à fait aller retrouver et piocher. Si on connaît sa Bible, on voit tout à fait, et puis les allusions ne sont pas faites au hasard. Alors que Mendeley lui, va utiliser l'hébreu de la Mishnah, qui est un hébreu vraiment du quotidien. Alors on se demande quand est-ce qu'il faut lire le Shema, le schéma, à quelle heure, etc. Une langue très parlée. Et toutes ces strates de la langue, qui a quand même évolué pendant tous ces siècles, il va, lui, les mélanger, les imbriquer, et il va créer ce noussach, qui est le mot hébreu, le style Mendeley, qui va prévaloir jusque dans les années 20. Avec là l'arrivée de la nouvelle génération en Palestine, et ce sera la suite évidemment. Est-ce qu'on a des traces des discussions qui pouvaient avoir lieu entre différents auteurs qui travaillaient en hébreu? On a beaucoup de traces. Ce qui devait quand même poser toutes sortes de problèmes techniques. On a beaucoup de traces. Alors il y a les problèmes techniques, et puis il y a aussi pour qui est-ce que j'écris?
Hein. Encore une fois, ce fameux poète que j'ai évoqué tout à l'heure, Gordon, qui fait partie vraiment de... Et alors, pour qui écrivait-il? Alors, c'est là... Ils écrivaient entre eux? Là est le problème. Ils écrivent entre eux, ils écrivent pour un tout petit nombre de lecteurs, parce que qui est, à l'époque, d'abord, qui est intéressé de lire une telle littérature? Et surtout, qui peut? Et qui peut lire en hébreu? Parce que les juifs orthodoxes, croyants purs et durs, ne vont surtout pas se commettre avec une littérature profane. On lisait dans les yeshivot l'amour de Sion sous le manteau, lequel L'amour de Sion, d'ailleurs, était le livre de chevet des sionistes, hein, parce qu'il replace, il resitue justement son cas dans une Jérusalem idéale où on travaille la terre, enfin bref. Donc, il y a énormément de textes, de lettres échangées entre eux, de cette génération, qui ne sont pas d'ailleurs tous partis en Eretz Israël, hein, en terre d'Israël, en Palestine ottomane de l'époque. Loin de là, il y en a très peu de ces gens qui sont nés. Alors je veux dire, bon, Mendele, il est né en 1936, ok, mais on a Brenner, qui est la figure de proue, qui est l'un des seuls, avec Schoffman, il est né en 1880, l'un des seuls à finalement être parti en Palestine pour des raisons très idéologique. C'était un socialiste pur et dur, mais c'est quelqu'un qui s'est toute sa vie demandé pour qui il allait écrire. C'est quelqu'un qui était inspiré fortement par Dostoïevski, ce qui se sent dans son écriture. Vous avez peut-être des questions à ce sujet. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir. Vous allez nous parler un tout petit peu de celui qui est généralement présenté comme le réinventeur de l'hébreu moderne. Ah oui, sauf qu'il n'est pas tout seul, Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, justement, l'un de ces jeunes étudiants de Yeshiva, il s'appelait Perlman, de son vrai nom, et il a été abreuvé justement aux amants de Sion, à cette Ahavat Sion, qui lui a donné d'abord le goût évidemment idéalisé de partir pour Sion, et puis il a quand même vécu dans cette pleine période de renaissance des nationalismes. C'est quand même lui qui a formalisé l'hébreu moderne. Ah oui, non, mais c'est certain. Non, mais je ne conteste absolument pas cela. Bien sûr. Mais je dis que ça lui est pas venu. Non, bien sûr. Mais racontez-nous ce qu'il a fait. Racontez-nous son travail en quelques secondes. En quelques secondes? Allez-y. Bon, donc en quelques secondes, il est convaincu, après des discussions avec des nationalismes de tout poil, et surtout pas juifs européens, qu'un peuple, une terre, une langue. Ça, c'est vraiment le fondamental. Et à partir de là, eh bien, il va appliquer ce programme à la lettre. D'abord, il va partir en 1882, avec ce qui n'était pas encore les sionistes, mais les amants de Sion, le fameux Chovevei Tzion. Il s'installe à Jérusalem et il décrète que, à partir d'aujourd'hui, on parle hébreu. C'est un petit peu aussi la légende. Hein. Je ne sais pas si ça a été aussi simple, y compris pour lui. Mais surtout, il amène dans ses bagages des amis aussi convaincus que lui. Et là, ils vont petit à petit forger la nouvelle génération, pas la nouvelle. La première génération d'hébréophones. Et comment ils vont la forger? Tout simplement grâce à l'école. Parce qu'il ne suffit pas de parler en hébreu à la maison, il s'agit aussi, évidemment, de grandir avec au quotidien à l'école. Et c'est cette formation de l'hébreu en hébreu, l'ancêtre de l'Ulpan, si je puis dire, qui va donner les résultats que l'on connaît. Michel Taubert, merci infiniment. Pour en savoir plus, il faut d'abord aller à vos cours à l'Université Paris 3. Avec plaisir. Il faut aussi suivre les MOOC de l'UNEJ. Si vous ne connaissez pas encore les MOOC, eh bien, ce sont des cours enregistrés sur vidéo, des cours ouverts à tous, à suivre donc de chez soi sur son ordinateur. Les MOOC de l'UNEJ sont gratuits et vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour l'automne 2016 sur le site www.unej.com.